Bonjour. Le soleil de midi tombe en large pluie sur la ville engourdie par la chaleur. En ce dernier dimanche de juin 1875, un jeune homme, aux grands yeux clairs et candides, déambule nonchalamment dans le quartier de la plaine Saint-Michel à Marseille, en essuyant son front d'où coulent de larges gouttes de sueur. Né 24 ans plus tôt, le 3 novembre 1851, à Ménherbe, petit village du Vaucluse, fils d'une paysanne et d'un simple meunier, Clovis Hugues, destiné par sa famille à l'état ecclésiastique, avait préféré se lancer dans la lutte politique et sociale et, en attendant de pouvoir améliorer le sort de ses concitoyens, il gagnait péniblement 20 francs par mois en rédigeant la rubrique Faits divers d'un journal marseillais. Et, le dimanche, il se promenait dans la ville en échafaudant d'ambitieux projets pour la réalisation d'un monde meilleur. Avec ses longs cheveux noirs ailes de corbeau qui flottaient au vent, sa barbe bouclée, son faciès césarien, il exerçait un incontestable pouvoir de séduction sur son entourage. Pourtant, il n'était pas très beau, si l'on en croit son vieil ami de collège, Félix Gras. Il est grêlé comme un crible. Si vous lui lancez une poignée de pois chiches sur le visage, pas un n'en tomberait au sol. Il a aussi le nez écrasé, comme s'il avait été façonné à coups de racloir de huche. Mais s'il n'est pas bien joli, il est beau. Il est beau parce qu'une flamme brille dans son œil. Sa bouche marque la bonté et la volonté. Sa voix, un peu enrhumée, est caressante et enchanteresse. Il est beau parce que son âme est belle. Par ailleurs, il se dégageait de toute sa personne une tranquille assurance et une volonté tenace. Il avait déjà connu les affres de la prison à cause de ses opinions politiques et de son intransigeance. En mars 1871, apprenant l'installation de la Commune à Paris, n'avait-il pas proclamé haut et fort, à Marseille, son approbation, en n'hésitant pas à publier l'éloge des communards dans une petite brochure intitulée « Lettre de Marianne aux Républicains ». Cette violente diatribe et toute la prose sulfureuse contenue dans cette lettre avaient conduit le fougueux jeune homme devant le conseil de guerre. Celui qui n'avait pas hésité, dans l'un de ses pamphlets, à traiter Gambetta, l'homme fort du moment, de charlatan de bas étage, connaîtra la prison durant 4 ans. La prison Saint-Pierre, à Marseille, d'abord, où il commencera à écrire ses premiers poèmes, car ce subversif était aussi un poète sensible et talentueux. Puis, le fort Saint-Nicolas, la prison de Moulins, et enfin celle de Tours. Extrait de sa lettre à Jules Béranger, le 30 août 1873, depuis le fort Saint-Nicolas. Je connaissais le fort pour y être venu 1000 fois consoler des camarades. J'allais maintenant les rejoindre pour vivre de leur vie de misère et de privation. Et c'est ce qui me fit envisager cette fois le fort Saint-Nicolas comme un enfer crénelé, plus épouvantable, plus sinistre que jamais. Je fus inscrit au cabinet d'écrou. Un monsieur qui était là m'appela menteur et communard. Triste courage que celui qui consiste à insulter un prisonnier. On me mit sous le bras un gros pain de munitions et un gardien me conduisit à ma casemate. Ils étaient là-dedans une trentaine
qui vinrent au-devant de moi et m'embrassèrent, les yeux gros de larmes. Cette violente diatribe et toute la prose sulfureuse contenue dans cette lettre avaient conduit le fougueux jeune homme devant le conseil de guerre. Libéré, il regagna Marseille, où il commença à publier ses recueils de poésie, tout en se lançant à nouveau à corps perdu dans la politique. Marseille était alors une ville en pleine expansion. Sa situation géographique, le redéveloppement de l'Algérie et le prestige croissant de la France en Orient à la suite de la politique de Napoléon III furent autant de facteurs rendant compte de sa vitalité. Enfin, il n'est pas exagéré de dire que la percée de l'isthme de Suez, en 1869, fut pour la ville l'affaire non du siècle, mais du millénaire. Par ailleurs, l'expansion démographique était considérable, et Marseille comptait alors plus de 500 000 habitants. La ville grandit à vue d'œil comme une plante des tropiques, écrivit Edmond About. Le négoce y tenait, évidemment, une place privilégiée, et savonniers, armateurs, accognés, transitaires s'enrichissaient chaque jour davantage et des demeures somptueuses s'édifiaient au fond de parcs magnifiques. Les beaux quartiers s'étoffaient, mais aussi les autres, plus modestes, tandis que des dizaines de gros villages où vivait le peuple se développaient souvent de façon anarchique et finissaient par se rejoindre au sein de la cité phocéenne. Après l'effondrement de l'Empire et les événements de la Commune à Paris, Marseille se jette dans les bras de Gambetta et fait figure d'homme providentiel. Le savonnier, comme l'ouvrier, acclame Gambetta, tout comme ils acclament le romantique Alphonse Esquiros, que Gambetta nomma proconsul de Marseille lors des événements noirs de 1870. Par ailleurs, dans le sillage de Gambetta, deux hommes allaient jouer également un rôle important sous la Troisième République, Gustave Naquet, qui sera en 1884 le père du divorce, et Maurice Rouvier, futur grand argentier de la République. Autour de ces deux hommes, les forces politiques marseillaises balancent entre la révolution délirante, avec Esquiros et Gaston Crémieux, qui sera fusillé par les Versaillais dans les jardins du palais du Pharaon, et une démocratie sagement ordonnée avec Gambetta lui-même ou Rouvier. Le jeune Clovis, dès le jour où il se lança dans la politique, sembla opter vers un socialisme pur et dur. Ce dimanche-là, cependant, Clovis Hugues ne songe pas, une fois n'est pas coutume, à la politique. Il a remarqué, surgissant de la rue Saint-Sabournin, qui débouche sur la place, une jeune fille à la taille haute, la gorge pleine, la tournure élégante et la démarche noble. Son cœur aussitôt se mit à battre la chamade. Clovis Hugues venait de tomber amoureux de cette belle inconnue. Lui, d'ordinaire assez timide avec les femmes, osa même l'aborder tout de go. Mademoiselle Jeanne Royanaise était la fille d'un proscrit du 2 décembre, Adolphe Royanès, le rédacteur de l'Ami du Peuple et de la Voix du Peuple. Parisienne, elle était venue passer quelques jours chez des amis à Marseille. Habituellement, elle vivait chez ses parents, au 147 rue de la Pompe, à Paris. Ses traits étaient harmonieux, plutôt que réguliers. Son teint éclatant, ses yeux doux et d'un bleu turquoise, sa chevelure onduleuse et sa voix forte et mélodieuse à la fois. Par ailleurs, elle était déjà un sculpteur de talent.
Elle sembla partager les sentiments de Clovis, et les deux jeunes gens allaient se revoir les jours suivants. Alors, ce qui n'aurait pu être qu'une aventure de week-end sans lendemain, allait virer soudain à la passion pour Clovis. Les deux jeunes gens s'aimaient. Ils s'aimaient même avec fougue et impétuosité. Au début de l'année 1876, Clovis entre au journal L'Égalité où il reprend son combat pour la République et contre l'injustice, notamment envers les faibles, les veuves, les enfants. Les enfants pour lesquels il compose un poème, Les enfants en prison, en juin 1876. Quand l'oiselé n'a plus de mère, Messidor jette en passant le grain de blé des gerbes d'or à ce doux chanteur éphémère. Mais le blond Messidor, espoir des lendemains, n'a jamais fait tomber de trésor dans les mains de l'enfant qui n'a plus de mère. La nature, veillant à l'ordre des saisons, habille les brebis de leur chaude toison, dans les mois d'hiver où nous sommes. Mais où donc, ô nature, est celle de tes lois qui de bure ou de toile, au retour des temps froids, habille les petits des hommes? Et voilà que l'on met les enfants en prison. Regardez, ils sont là, frileux, sans horizon, dans un coin de la vaste salle, étalant tristement leurs chemises en lambeaux, les yeux mornes, les pieds dans de larges sabots qui retentissent sur la dalle. Ils ignorent la joie et leur sourire ment. L'ennui tisse leurs jours, le bonnet infamant pèse sur leur tête mignonne. Hélas, à pleine main, on leur jette l'affront, comme si l'on avait à jamais de leur front, enfance, arraché la couronne. Cette même année 1876, il adresse un long poème au maréchal MacMahon, président monarchiste de la République, dans lequel il met en parallèle le militaire qu'incarne le maréchal et le poète, et ce sont bien deux visions du monde qui s'expriment à travers ce texte qui commence ainsi. Vous portez une épée et je porte une lyre. Vous avez, maréchal, le superbe délire des drapeaux déployés et des tambours battants. Moi, j'adore les nids, les doux rameaux flottants, le clair soleil, l'azur, la plaine étoilée. Et j'en ai pour un jour d'une fleur contemplée, d'un souffle dans les bois, d'une aile d'or dans l'air. Vous rêvez pour l'histoire d'une France de fer, la tête dans les cieux et les pieds sur le monde. Je demande pour tous l'immense paix féconde, la concorde, l'amour, l'espérance, l'oubli. Et je suis effaré lorsque je vois le pli qu'un clairon embouché fait aux lèvres d'un homme. Le 30 novembre sort le premier numéro d'un nouveau journal, La Jeune République, qui deviendra en 1880 le Petit Provençal, dont il est rédacteur en chef, parrainé par Victor Hugo lui-même. Le directeur est Amable Chanot, futur maire de Marseille. Clovis écrit notamment, dans ce que l'on peut considérer comme sa profession de foi, « Nous sommes la Jeune République. Qui dit jeune, dit franc. Nous sommes sincères comme l'aube. Nous serons pour tout ce qui est progrès, contre tout ce qui est recul, pour tout ce qui est l'avenir, contre tout ce qui est le passé. Nous serons le journal à 1 sou,
nous ne consentirons jamais à être un journal d'un sou. Peu de temps après, il se rendra pour la première fois à Paris. Il fréquente Montmartre et le quartier latin, où il retrouve les Provençaux expatriés. Alphonse Daudet, Paul Arène, Baptiste Bonnet. Et il participe aux réunions régulières du Café Voltaire. Ses compagnons philibréens l'aideront à éditer ses poèmes de prison. Joseph Romanille lui dira alors avec emphase « Ton lys peut s'épanouir librement à côté de mon coquelicot. » Quelques jours plus tôt, le 29 novembre précisément, à la mairie de Toulon, il avait épousé Jeanne. Cependant, une affaire d'honneur allait assombrir sa première année de mariage. Un certain Joseph Dème, journaliste comme lui, et sans doute courroucé par l'un de ses articles, en vint à proférer des attaques personnelles contre lui, incontestablement les plus ignobles qui soient. Dans l'Aigle, un quotidien bonapartiste, il écrivit notamment « Les femmes qui se marient civilement ne sont pas dignes de porter la couronne d'oranger. » Sentant son épouse visée, Clovis Hugues provoqua aussitôt l'offenseur en duel et le tua d'un coup d'épée le 7 décembre. Poursuivi pour meurtre, il embrassa Jeanne, dont on imagine l'affolement, et il se réfugia en Italie, à Gênes. Dès qu'il sut qu'il serait jugé par contumace, il repassa la frontière et se présenta devant les assises des Bouches-du-Rhône le 21 février 1878. Il expliqua au jury les motifs du combat et sut le convaincre de sa loyauté devant l'adversaire, puisqu'il obtint une sentence d'acquittement au grand soulagement de Jeanne. Cette première épreuve allait encore renforcer leur amour. Entre-temps, sa première pièce, Une nuit de Molière, fut jouée au théâtre du Gymnase le 17 janvier 1877 et le Parti républicain triomphait aux élections en octobre de la même année. Clovis Hugues avait écrit dans son journal lors de la campagne. Citoyens, ne perdez pas une minute, ayez coûte que coûte votre carte d'électeur. Pénétrons-nous bien de cette pensée que le scrutin qui va s'ouvrir est appelé à fonder à tout jamais la République, et qu'un jour nous dirons avec fierté à nos enfants « Nous étions de cette lutte suprême ». Le 14 novembre, la famille Hugues allait s'agrandir avec la naissance de leur première fille, dont le prénom, Marianne, symbolise la République. Et Clovis laisse éclater sa joie dans l'un de ses poèmes. Quand je vis près de toi, dans la blancheur des langes, notre premier enfant, pour la première fois, j'eus tout à coup dans l'œil des fixités étranges, des frissons dans la chair, des sanglots dans la voix. Le couple Hugues aura une seconde fille, quelques années plus tard, dont le prénom, Mireille, symbolise la Provence, que Clovis et Jeanne aimaient avec passion, presque charnellement. Jeanne seconda activement son impérieux époux lorsqu'il sollicita les suffrages des Bouches-du-Rhône en 1878. Certes, il ne fut pas élu, mais il sortit de l'anonymat. Son image joyeuse et débonnaire, son allure de bon époux et de bon père de famille, d'une grande simplicité, ce mélange subtil de lyrisme et de galéjade dans ses propos attirait la sympathie et sa popularité n'allait désormais plus cesser de grandir. Ses poèmes, où il chantait très souvent la nature et les animaux, enchantaient ses lecteurs.
De même, sa combativité, son enthousiasme et la force de ses convictions étaient appréciés de l'ensemble de ses concitoyens. Quelques mois plus tard, il sera élu conseiller de l'arrondissement de Roquevert. En 1879 se déroula à Marseille le premier congrès du Parti ouvrier français, où sa bonhomie et ses discours enflammés furent remarqués, de même que la présence à ses côtés d'une jeune femme charmante et robuste, l'observant avec un regard admiratif, sa chère Jeanne, qui ne le quittait pas et dont d'ailleurs il ne pouvait plus se passer de son propre aveu. En 1881, il entra de nouveau en campagne, bien décidé cette fois-ci d'être élu député. La petite histoire a retenu que son adversaire principal était un certain Eugène Rostand, le père du futur Edmond Rostand, l'immortel auteur de Cyrano de Bergerac. Monsieur Rostand père se piquait de culture classique et avait publié dans sa jeunesse une traduction des œuvres du poète élégiaque Catulle. À la fin d'un meeting, Clovis Hugues s'écria à l'adresse des assistants: « Vous ne voterez pas pour Eugène Rostand, l'homme qui a assassiné Catulle !» Personne dans la foule ne savait qui était ce Catulle, et n'en avait même jamais entendu parler. La formule n'en fit pas moins son effet, et Clovis Hugues, qui n'était pas un petit saint et commençait à se familiariser aux mœurs politiques, allait la reprendre avec bonheur. Il fut finalement élu dans la deuxième circonscription de Marseille, à la Belle de Mai, peut-être un peu grâce à Catulle, mais aussi et surtout grâce à son charisme évident, à ses idées généreuses et à la passion qui l'animait. Enfin, on ne peut négliger dans ce succès la part prise par Jeanne, dont le soutien direct mais ferme et assidu fut pour lui un stimulant essentiel. Clovis Hugues sera le premier député socialiste de France, et son entrée à la Chambre fut un petit événement et suscita chez ses nouveaux collègues curiosité, enthousiasme et révolte selon les opinions de chacun. Ses interventions à la Chambre seront nombreuses et remarquées. Il ne manquera pas d'évoquer dans chacune d'entre elles la misère ouvrière et s'insurgera à maintes reprises contre la montée du paupérisme en France et l'exploitation de l'homme par l'homme. Utopique sans doute, comme tous les poètes, il pense que le progrès technique et le machinisme devraient servir l'ouvrier et non l'asservir. Augmenter les cadences et la production au détriment du bien-être et de la santé des ouvriers, en utilisant pour ce faire les nouvelles connaissances scientifiques et technologiques, lui semble inacceptable et odieux. C'est durant les années où il fut interné que Clovis Hugues prit conscience de la condition ouvrière et des conséquences de la pauvreté. Modeste prisonnier à cause de mon utopie, écrivait-il en 1873, j'avais naturellement devant moi l'effrayant problème de la misère. Extirper celle-ci de la société française sera le combat quotidien du député marseillais, qui, par ailleurs, n'oubliera jamais sa chère Provence et ses habitants au langage coloré et lyrique et à la galéjade facile. À Marseille, tout le monde l'aimait et le connaissait, et il connaissait tout le monde. À la Belle de Mai, on se l'était littéralement approprié. Bien qu'étant né à Ménherbe, et ne s'étant installé à Marseille avec ses parents qu'à l'âge de 17 ans, les Marseillais
parlait volontiers de l'enfant de la Belle de Mai, et beaucoup prétendaient même l'avoir vu, enfant, jouer dans les rues autour de la place de la Belle de Mai, où coulait alors un ruisseau qui alimentait un lavoir à laine et qui deviendra, en 1923, la place Cadenat, du nom du maire de Marseille en 1910. Ainsi est donc née la légende tenace de l'enfant de la Belle de Mai. D'ailleurs, comment aurait-il pu ne pas être né dans ce quartier, lui qui le représentait si bien à Paris? Il était appelé familièrement Clovis, et il devint vite dans la capitale l'un des héros de l'âme provençale. À Paris d'ailleurs, où il vivait le plus souvent depuis qu'il était entré à la Chambre, il ressentit de plus en plus le besoin impérieux d'écrire dans sa langue maternelle le provençal. La poésie tenait une place de plus en plus grande dans sa vie. En 1883, allait paraître Les Soirs de bataille, que toute la presse et la critique saluèrent unanimement. Extrait de Soirs de bataille. Ce peuple qu'on voudrait fouler du pied dans l'ombre est le même qui fit, à travers la nuit sombre, monter l'étoile des matins. Sous ton manteau de bure, il emporta les trônes. Les rois étaient puissants, il leur prit leur couronne et brisa leur spectre hautain. Il ne voulut plus être un troupeau que l'on mène. Pensif, il délivra la conscience humaine des étreintes des dieux, du linceul baptismal. Les peuples étonnés se mirent à le suivre. Il transforma le monde et ses clairons de cuivre sonnèrent sous le ciel la déroute du mal. On le vit, fier d'avoir Rabelais pour ancêtre, opposé tout à coup au vain dogme du prêtre l'affirmation des soleils. Venger le beau, le vrai, la liberté raillée, et secouer devant l'Europe émerveillée des étoiles à ses orteils. Tout aurait pu continuer au mieux pour notre député poète, si son destin n'avait pas croisé à Paris celui d'une femme du monde, Madame Lenormand, déçue par la vie et avide de liberté, et par ailleurs d'un homme cupide et immonde, le dénommé Morin. Cette même année, 1883, Jeanne Hugues est accusée de s'être compromise avec un certain Monsieur Lenormand. Madame Lenormand, qui voulait divorcer, cherchait toujours des maîtresses à son mari. Avec l'aide d'un détective privé, Morin, elle tente de prouver que Jeanne Hugues avait eu, il y a quelques années, des relations coupables avec son mari. Jeanne attaqua donc le diffamateur par l'organe d'un avocat et quelques jours après, Morin reçut assignation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Il fut condamné à 2000 francs de dommages-intérêts, 50 francs d'amende et 2 ans de prison. Mais le misérable fit appel du jugement et continua à s'acharner sur celle que Clovis décrivait alors comme une aimable et divine personne dont un dieu serait enchanté. Le député provençal fut regardé désormais avec sympathie, même par ses plus virulents adversaires politiques. Par ailleurs, le poète continuait à connaître le succès populaire avec son tout dernier recueil, Les jours de combat. Va, marche, fais ton œuvre ô siècle. Nous voyons venir à nous, du haut des cieux pleins de rayons, la minute rêvée, attendue, annoncée, où la terre sera pour toujours fiancée au droit, à la justice, à la fraternité, et prêt à renier
l'antique charité. Nous ne doutons pas plus que la sainte venue, ô féconde minute, en marche dans la nue, que nous n'avons douté du rêve des savants, du travail ténébreux des atomes vivants, du faisceau palpitant des forces cellulaires, des comètes traçant leurs orbes séculaires, des solidarités du pôle et de l'aimant, et du fil de métal qui fait, dans le moment où l'orage bat l'aigle effrayé dans son air, pousser au fond d'un puits les poumons du tonnerre. Dans Jour de combat, Clovis Hugues nous interpelle sur ce qui devrait être la mission du poète, qui doit selon lui se battre pour que le rêve de l'homme d'une société plus belle, plus juste, plus fraternelle ne reste pas un rêve. Écrire, écrire, écrire ce qui peut être utile et repris comme un flambeau de siècle en siècle et indéfiniment, du rêve jusqu'à convaincre, comme cette pensée, du rêve jusqu'à en convaincre. Et en préambule du jour de combat, il écrit à propos du poète. Le poète est à la fois un combattant et un travailleur. Comme combattant, nous n'avons que l'ambition de voir la République se réaliser avec toutes ses conséquences. Comme travailleurs, nous n'avons que l'ambition de voir le peuple suspendre lui-même notre lyre au trophée du travail, au faisceau des outils. Voici le tout début d'un poème, toujours extrait du jour de combat. Le tout début, car tous les poèmes de Clovis Hugues sont très longs. Un poème qui illustre son combat contre la peine de mort. L'échafaud. Quand il vit dans un temps troublé comme le nôtre, tout poète a le droit de se croire un apôtre, un faiseur de cerveau, un prophète, un voyant, et de pencher son front sur l'abîme effrayant. C'est pourquoi, moi qui suis l'ami pensif des roses, moi qui mêle à mes vers toutes les douces choses, les boutons d'or d'en bas, les astres d'or en haut, je rôdais l'autre jour autour d'un échafaud, m'efforçant de bien voir, lorsque la lame glisse, comment l'acier s'y prend pour être la justice. Je me suis dit, je veux tout sonder, tout savoir, être partout, remplir mon tragique devoir, cachant mes pleurs, debout, brisé, coûte que coûte, afin de dire tout au peuple qui m'écoute. Et je m'en suis allé, songeur, baissant le front. J'ai coudoyé des gens heureux, groupés en rond autour d'un violon, devant une guinguette. On entendait la voix des buveurs en goguette, qui riaient volontiers, tout en se querellant. Des marins, accourus vers l'artiste ambulant, valsaient entre eux. La nuit, en écartant ses voiles, cousait à son manteau des bordures d'étoiles. Les rames effleurées, les flots silencieux, et l'on n'aurait pas cru, sous le regard des cieux, tant la brise était douce avec son doux murmure, que pour la guillotine, une tête était mûre. Le 27 novembre 1884, près d'un an après le jugement de la correctionnelle, le procès de Morin revint en audience. En sortant de la salle d'audience, Morin interpella la jeune femme avec insolence. Elle ouvrit alors brusquement son sac et y sortit un revolver qu'elle pointa sur son bureau.
Avant même que Clovis ait pu intervenir, elle tira 6 coups sans défaillir. Mourin s'abattit lourdement, la face contre le sol. La foule aussitôt s'amassa autour des acteurs de ce drame rapide. Atteint de balles à la poitrine et à la tête, la victime fut immédiatement transportée à l'hôpital et mit 2 semaines à mourir dans d'atroces souffrances. Quant à la meurtrière, elle fut, bien évidemment, conduite aussitôt en prison. Clovis Hugues était désemparé, mais Jeanne semblait regaillardie et sereine. Enfin, elle émergeait de cet horrible cauchemar qu'elle avait vécu depuis un an. Et c'est elle qui, à présent, s'efforçait de réconforter son mari. Désormais, c'est son procès qui allait commencer au début de l'année 1885. Cette année 1885 sera pour notre poète celle de toutes les angoisses, de tous les chagrins, mais aussi des joies les plus grandes. Ainsi, le 22 mai, voit la disparition de Victor Hugo. Clovis Hugues était un fervent admirateur du poète et du défenseur indomptable de l'idéal républicain, et son chagrin fut immense lorsqu'il apprit la tragique nouvelle. Il sera l'une des personnes tenant les cordons du char funèbre de l'écrivain. Clovis Hugues a été fortement influencé par Victor Hugo, et sur le plan littéraire, on dira même qu'il fut une sorte de sous-Hugo, étant entendu que la copie ne peut jamais valoir l'original. Pour l'instant, toutes ses pensées vont exclusivement à son épouse, dont la détermination est entière, et il avouera plus tard qu'il avait puisé son courage durant cette épreuve dans celui admirable de Jeanne, que la haine de ses accusateurs allait stimuler chaque jour davantage. Il faudra attendre presque 30 ans plus tard, en 1913, le procès de Madame Caillot, qui, dans des circonstances analogues, assassina le directeur du Figaro, Gaston Calmette, à la suite de la violente campagne déclenchée contre son mari, pour revoir un tel déferlement de haine et d'ignominie. Au fur et à mesure que se déroulait le procès, Clovis recevait de plus en plus de témoignages de sympathie, et pas seulement de ses amis politiques. Le ministre Jules Ferry, qui, l'année précédente, l'avait fait suspendre de ses fonctions avec suppression de ses indemnités de député, parce que notre fougueux tribun, lors d'une de ses violentes harangues à la Chambre, lui avait lancé qu'il était un insolent, lui apportera son soutien. De même que Monseigneur Dupanloup, le bouillant évêque d'Orléans, malgré l'anticléricalisme du député de Marseille, ou encore le général de Saunis, héros de la guerre de 70, monarchiste et catholique, fervent, mais aussi ardent défenseur des valeurs de la famille. L'admiration de Clovis pour son épouse, si forte face à l'adversité, avait, selon les amis du couple, quelque chose de poignant. Ce n'est pas faire offense à sa mémoire que de dire qu'à sa place, lui, pourtant si combatif, n'aurait sans doute pas tenu le coup. Durant tout le procès, sa plume resta muette. Il ne parvenait pas à en tirer même le moindre petit poème en l'honneur de Jeanne. Cet épisode de sa vie, si l'on en croit Marcel Bonnet, l'un de ses meilleurs biographes, reste le plus douloureux avec celui de ses 4 ans de captivité au lendemain de la Commune, durant lesquels, selon ses propres dires, il frisa le suicide. Comme il le dit d'ailleurs dans une lettre qu'il écrivit à Gustave Naquet. « J'ai pleuré plus souvent qu'à mon tour,
dans cette terrible lutte contre le temps, contre l'oubli, contre les souvenirs de ma jeunesse, contre tout moi révolté. Que de beaux rêves dont les ailes sont tombées dans le ciseau de la réalité brutale. Imaginez-vous que pendant des mois entiers, j'ai frisé le suicide. C'était la seule porte ouverte que j'avais devant moi. À partir de ce funeste mois de novembre 1884, Clovis Hugues se retrouve dans la détresse morale du captif de la commune. C'est un homme brisé que ses amis ne reconnaissent plus. Il a perdu sa fougue et la flamme qui l'animait. Par ailleurs, pour la première fois de sa vie, il se remet en question et se pose des questions avec angoisse. Il regrette sa chère Provence et sa bonne ville de Marseille, la ville de sa jeunesse. Mais qui ose dire que nous ne l'aimons pas, la sainte patrie? Nous aimons tellement la grande que nous aimons aussi la petite, celle de notre enfance et qui fredonne encore la chanson de nos mères. Quand je te revois, ton soleil, ô Marseille, toute mon âme volette dans les toiles de tes bateaux, avec les gabions blancs dans ton ciel bleu, les ailes recourbées. Toute ma jeunesse me revient. J'ai 20 ans, les filles sont belles. Clovis Hugues connaîtra certes de nombreuses joies durant sa carrière politique parisienne, et cet homme de gauche, qui croit en une république sociale et en un idéal révolutionnaire, fera toujours passer sa lutte politique avant ses aspirations et son confort personnel, et le poète sera toujours au service du politique, un politique qui a horreur de la politique dite politicienne et des petits arrangements occultes, des compromissions de couloir et des guéguerres de personnes et de partis qui émailleront la vie politique de la Troisième République. Clovis se bat d'abord pour ses idées et n'acceptera jamais la moindre concession dans ce domaine pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, même si son attitude intransigeante fera souvent obstacle à sa carrière politique et le reléguera toujours parmi les infréquentables de la Chambre. Si l'on peut dire que Clovis a le virus de la politique, c'est bien de la politique au sens noble du terme qu'il s'agit. Il ne profitera jamais de ses fonctions politiques à des fins d'enrichissement personnel, comme cela se faisait déjà. Il était trop intègre et trop pur pour cela, et toute sa vie, il luttera pour essayer de faire partager au plus grand nombre ses convictions et mettre en œuvre ses idées. Cela ne veut pas dire que parfois, dans les moments difficiles, il n'était pas en proie au doute. Il se demande alors s'il n'a pas eu tort de quitter Marseille, pour laquelle il a une grande nostalgie, comme on l'a vu, et de s'installer à Paris, où tout se décide, afin d'essayer de faire bouger les choses au détriment de la vie de famille, et d'exposer sa femme si droite et si pure, ainsi que ses filles, à la vindicte populaire. Il est indéniable qu'il aurait 100 fois préféré rester en Provence avec sa chère Jeanne et leurs filles que de mener une vie trépidante et qui allait prématurément l'user à Paris. Souvent il chantera son midi, car cela lui faisait oublier la grisaille parisienne. Tandis que Clovis Hugues sombrait de plus en plus dans le désespoir, Jeanne continuait à lutter pied à pied
contre les avocats du père de la victime, refusant leurs arguments et démontrant, s'il en était encore besoin, la bassesse et la noirceur de Morin, attirant ainsi peu à peu la sympathie de tous. L'histoire a retenu sa fameuse exhortation s'adressant au président du tribunal. « Je l'ai assassiné à coups de revolver, mais il m'assassinait à coups d'épingle. » Ce fut le grand tournant du procès. Le lendemain, vers 2 heures du matin, les jurés rapportèrent un verdict d'acquittement. On évoqua encore longtemps dans les conversations cette affaire qui avait secoué tout Paris, puis toute la France, mais Clovis et Jeanne ne souhaitaient désormais qu'une chose, que l'on ne parle plus de cet épisode si douloureux de leur vie, et ainsi le souvenir du procès s'estompa peu à peu, même s'il restait toujours tragiquement ancré dans la mémoire de Jeanne et surtout de Clovis, qui est ressorti de cette affaire bien plus ébranlé que son épouse. Après l'affaire, Clovis reprit ses activités politiques. Il créa, en mars 1886, avec Onty de Boyer, Camélina et Plantot, le premier groupe socialiste, le groupe ouvrier, et il poursuivit dans la capitale une brillante carrière politique, élu régulièrement député de Paris dans des circonscriptions populaires, tout en continuant d'écrire et de publier. Madame Phaéton, en 1888, Monsieur le gendarme, en 1891, une petite pièce qui connaît un certain succès, Le mauvais larron, son seul poème dramatique, en 1895, Chanson de Jeanne d'Arc, qui lui permet de remporter le prix de l'Académie française en 1900. Chanson de Jeanne, petit extrait. Même l'olivier, avec ses branches chargées, semblait d'argent vif sous les mauvais vents. Toujours la grand-mère, ma sainte bénie, nous disait « Nous n'aurons pas d'olives cette année !» Puis, quand sur la colline elle avait fait la cueillette, l'huile pourtant chantait au feu dans la jarre remplie. Elle flambait aussi dans les lampes d'étain. Moi aussi, parfois, je fais mes olivades, mais je ne me plains jamais, bonne ou mauvaise année, même s'il n'y avait rien dans mon panier. Il me suffit d'un morceau de pain, le travail me le donne, et tout ce que je souhaite, c'est quand mon huile jaillit, que sous les paniers jaillisse un peu de soleil. Clovis Hugues ne se retirera de l'arène politique qu'en 1906, après un échec aux élections sénatoriales du Vaucluse. Il n'est pas très âgé, 56 ans, mais il est alors malade et souffre de violentes crises d'asthme. Et il mourra d'emphysème l'année suivante, à Paris, dans une relative pauvreté, car, comme chacun le sait, la poésie ne nourrit pas son homme, et la politique, lorsqu'elle est exercée avec probité, n'est souvent guère plus généreuse. Aux côtés de Jeanne, toujours digne, mais le visage en larmes, sous sa voilette, de nombreuses personnalités assisteront néanmoins à son convoi funèbre, à Embrun, où il aimait venir se ressourcer régulièrement et où il avait souhaité reposer entre les pins, la Durance aux flots lumineux et le beau ciel de Provence. Je vous remercie.